Avant la reprise du championnat national de première division, nous vous emmenons dans l'antre de deux grands clubs du face au foot, l'Union sportive des forces armées et également l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso. Avec ces deux équipes, nous allons aborder leur bilan à mi-parcours en ce début d'année. Finalement, Ahmed Belem ne signera pas à l'USM Alger. La note est tombée il y a de cela quelques heures. Le feu follet burkinabé, malgré une très belle prestation au cours du championnat d'Afrique des Nations, va encore rester dans le championnat burkinabé. Nous allons avoir le temps de pouvoir décrypter également cette information. Après 3 matchs, le Burkina Faso est éliminé du championnat national, championnat d'Afrique des Nations. La victoire face au Zimbabwe et le match nul face au Cameroun, le pays organisateur, n'auront pas suffi pour permettre aux étalons de passer un cap au cours de cette compétition. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Sport Time, l'émission où on vous dit tout sur l'actualité sportive nationale et également internationale. Après quelques semaines d'absence, je suis de retour à la présentation. J'espère que je vous ai manqué parce que quant à vous, vous m'avez énormément manqué. J'aimerais là tout de suite vous faire un très beau câlin, mais ce sera un peu difficile vu la distance. Je vais tout de même me contenter de vous porter là dans mon cœur et j'espère que vous en ferez autant. Ce soir, nous sommes en compagnie de Madi Zongo pour nous aider à toujours mieux comprendre l'actualité nationale. Madi Zongo, bonsoir. Bonsoir Arsène, bonsoir à tous. Merci d'être encore présent avec nous ce soir. Nous sommes également avec un invité de grande marque, le président de la Fédération burkinabé de football, M. Lazare Bonsé. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Sport Time. Tout de suite, nous allons partir pour aborder les questions relatives au championnat d'Afrique des Nations. 3 matchs, une défaite face au Mali, une victoire face au Zimbabwe et un match nul face au Cameroun, le pays organisateur. Le Burkina Faso aura glané en tout 4 points au cours de ce championnat, mais malheureusement, les étalons sont sortis de la compétition. On va se tourner dès à présent vers le président de la Fédération pour nous demander, président, quel bilan vous faites de la participation des étalons locaux à cette compétition-là? Je commencerai par dire que c'est des regrets que nous avons parce que, au vu de la qualité, n'est-ce pas, du jeu que nous avons vu les 2 derniers matchs, la qualité des joueurs, la qualité de notre championnat, je pense que honnêtement nous méritions de passer la phase des matchs de poule, ce qui n'a pas été le cas. Bon. Je crois que le premier faux pas, la défaite contre le Mali, a plombé, je pense, nos espoirs quant à une qualification pour le 2e tour. Mais globalement, il faut dire une chose. Honnêtement, je suis satisfait de ce que les joueurs ont montré, leur détermination. J'ai assisté personnellement aux 2 derniers matchs au stade Aïdjo. Tout le public camerounais était pour les étalons. C'est vraiment des regrets parce que c'est une équipe très sympathique, volontaire, avec des jeunes qui en voulaient et qui méritaient, à mon avis, d'aller loin dans ce CHAN-là. Alors, président, toujours concernant cette compétition-là, on va aborder la question du premier match avec la défaite face au Mali. C'était le match, comme vous l'avez rappelé, c'est le match surtout à ne pas perdre. Mais malheureusement, on s'incline à 1-0. Certains qui pointent un peu du doigt les changements de l'entraîneur, son 11 de départ. Est-ce que vous faites la même analyse? Dans un championnat comme ça, où vous avez le pays organisateur, il ne faut pas perdre le premier match. Et toutes les statistiques montrent que lorsque vous perdez le premier match, vous vous mettez en difficulté. C'est ce qui nous est arrivé. Et je crois que le premier match n'a pas été à la hauteur de ce que nous attendions, ou surtout à la hauteur, si vous voulez, de la matière première que nous avons. J'en ai parlé tout à l'heure, les joueurs. Nous avons vu des étalons timorés qui, honnêtement, n'ont pas joué. Hein? Donc, je pense que c'est ça qui nous a plombé. Mais quand vous regardez les 2 matchs, lorsque les changements ont été opérés, vous avez 6 joueurs qui sont rentrés pour le Zimbabwe. Vous avez vu tous les changements qu'il y a eu. Et il faut regretter aussi que pour le premier match, et c'est ce que nous avons tous constaté, on ne peut pas avoir les 2 meilleurs fusils de notre championnat qui n'ont pas participé à ce match contre le Mali. Je n'ai pas compris, honnêtement. Et je crois que nous avons eu des explications avec le staff technique. Je savais qu'il y avait des soucis. Nous avons essayé de régler les choses en discutant avec les uns et les autres pour que les gens se parlent.
pour que les gens travaillent ensemble, en toute collaboration. C'est ce qui a été fait. Et l'apport de Kambou Malo, il faut le dire, Kambou Malo est arrivé, il a apporté sa contribution et vous avez vu les résultats. Parce que c'est vrai que Kambou Malo est arrivé, bon, ce n'est pas lui seul, mais je pense qu'il a su créer un travail collectif avec tout le monde dans l'équipe et il y a eu ce sursaut-là, donc qui nous a permis d'aller loin. Bon, le match contre le Cameroun, ça a été un excellent match, surtout la première mi-temps. Nous avons raté 5-6 buts tout faits. Bon, c'est le football, hein, on ne peut pas en vouloir aux enfants, mais je pense que nous allons tirer leçon de tout ce qui s'est passé au Cameroun à tous les niveaux et opérer les changements qu'il faut pour repartir à l'assaut pour le prochain CHAN. D'accord, certains parlent vous avez évoqué tantôt des difficultés. Est-ce que ce serait, comme les gens disent, hein, ce serait lié à une guéguerre au sein du staff technique? Bon, je ne voudrais pas trop m'apaisantir là-dessus. On va attirer les leçons. Je pense que bon, on va tirer les leçons et on trouvera les solutions. C'est vrai qu'il y avait quand même quelques difficultés à ces niveaux-là. Il faut le reconnaître. Okay. On espère que les leçons vont être véritablement tirées pour que les Étalons puissent aller de l'avant pour les prochaines compétitions. Madi Zongo, finalement, le CHAN, c'est une compétition qui permet de jauger les niveaux des championnats. Le Burkina, après plusieurs participations, jusque-là, on n'a pas encore réussi à franchir le cap. Est-ce que finalement, ça ne remet pas en cause le niveau de notre championnat? Non, je ne pense pas que ça puisse remettre en cause le niveau de notre championnat parce que le championnat d'Afrique des Nations, c'est un peu comme les compétitions de jeunes. Les équipes sont très instables, surtout en Afrique où les transferts sont fréquents parce que vous savez que pour le CHAN, une fois que vous quittez votre nation, vous ne pouvez plus jouer. Et quand vous prenez l'équipe qui a qualifié le Burkina pour le CHAN, vous remarquez quand même qu'il y a des éléments importants qui sont partis quand tu parles uniquement de Zagré, qui a Yamatele, le joueur de Salitas, qui est parti en Zambie peu avant le CHAN, il y a Aoubaï. Non, donc ça fait que même si on n'est pas dans le petit recommencement, il y a quand même des remises en cause qu'il faut avoir. Et comme Monsieur le Président l'a évoqué, dès lors que vous avez raté le premier match avec le pays organisateur, avec vous, tout devient extrêmement compliqué. Mais si vous faites le bilan des 3 CHAN en Afrique du Sud, au Maroc et au Cameroun, vous remarquerez qu'il y a une amélioration constante. Je crois qu'en Afrique du Sud, on est revenu avec un seul point. Au Maroc, on est revenu avec 2. Au Cameroun, avec 4 points. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a de l'amélioration, même si, franchement, il faut reconnaître que les regrets sont très, très grands par rapport à cette sortie au Cameroun, parce qu'il y avait tout, à mon avis, pour faire un excellent résultat. D'accord. Il y avait tout, comme Madi Zongo le rappelait, il y avait d'excellents joueurs et ces joueurs même sont, on l'apprend, rentrés aujourd'hui au pays. Président, ça nous permet de trouver une transition pour aborder une question, une information qui circule, des étalons qui auraient été déshabillés, à qui on aurait repris tous les équipements, tous les maillots, les survêtements. Vous confirmez l'information ? Bon, des informations qui me sont parvenues, 6 jeux de maillots ont été cédés aux joueurs, des maillots floqués. Et je pense qu'au niveau du matériel, on avait demandé qu'ils réintègrent, je pense, les survêtements, les maillots d'entraînement et les bermudas. Je pense que c'est un accord qu'ils avaient eu avec les joueurs depuis le Cameroun. Donc, les joueurs ont quand même eu 6 jeux de maillots floqués à leur nom. Bon, c'est vrai qu'arrivés ici, certainement qu'ils ont changé d'avis, ils ont voulu certainement les garder. Bon, je pense que, certainement que les gens ont manqué de délicatesse et de pragmatisme. À partir du moment où les joueurs voulaient les garder, je pense qu'il aurait fallu céder ça, parce que ce n'est pas grand-chose, ces bermudas et ces maillots d'entraînement. Mais ce qui va se passer, je vais ordonner que ces maillots-là soient remis aux joueurs pour clore ce chapitre-là. C'est juste un malentendu, je pense, entre les joueurs et puis le chef matériel. Mais au vu des informations qui me sont parvenues et au vu aussi de ce que les étalons ont prouvé, je pense, là-bas, ils ont été formidables. Je pense qu'on ne va pas leur jeter l'anathème parce qu'ils sont sortis au premier tour. On a vu les 2 derniers matchs. Honnêtement, c'est des enfants qui se sont battus, qui ont mouillé le maillot. Surtout le dernier match contre le Cameroun.
C'est vrai, c'était un match de football, nous avons manqué de chance. Ils auraient pu plier le match dès la première mi-temps. 2-0, 3-0, personne n'aurait crié au scandale. Bon, je vais ordonner, comme je l'ai dit, pour que ces maillots-là, ces Bermudas et puis les survêtements et les maillots d'entraînement soient remis à ces joueurs-là qui nous ont défendus honorablement. C'est juste, je pense, une indélicatesse. Ça peut arriver, je pense. Il faut comprendre aussi qu'ils ont fait plusieurs heures de vol, et les joueurs, et les encadreurs, et les chefs matériels. Vous savez, dans ces conditions-là, ça peut chauffer, on est fatigué, on peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Et c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'on ne va pas nous... Il y a également un préjudice, on peut dire qu'il y a quand même... Comment? Le président ordonne la remise des maillots aux joueurs. Effectivement, c'est une information très importante. Je pense que ça devrait normalement faire plaisir à certains. Mais le président, je pense qu'il y a peut-être aussi un préjudice moral parce qu'il y a quand même les conditions dans lesquelles ça s'est fait. Oui, j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une indélicatesse. Même si vous êtes entendu et que les joueurs ont accepté au départ que le maillot devait être rendu à partir du moment où ils désirent le garder, ce qui est tout à fait normal. Lorsqu'on participe, pour certains, pour la première fois à un championnat de ce type-là, on veut garder des souvenirs. C'est vrai qu'ils ont eu 6 maillots floqués. Bon, s'ils veulent garder le reste, on va leur remettre ça. Je pense que, honnêtement, ce n'est pas un sujet pour polémiquer longtemps. Ils n'ont jamais été déshabillés. Je vois que les gens vont très loin. Ils ont eu 6 maillots floqués. Ils ont souhaité, en plus, avoir ce dont je vous ai parlé. Et comme je vous l'ai dit, je vais ordonner que tous ces maillots, tous ces, comment on appelle, les maillots d'entraînement, le Bermuda et les survêtements leur soient remis comme des souvenirs de participation à ce CHAN où ils ont brillamment défendu le Burkina Faso. D'accord. Merci, Président, pour ces éclaircissements. Voici une information qui devrait permettre à plus d'un d'éclairer leur lanterne. Le président de la Fédération burkinabé de football annonce que les maillots seront rétrocédés à nouveau aux étalons locaux qui reviennent. Non, ce n'est pas les maillots. Les maillots floqués, ils les ont déjà. Ils les ont déjà. Les Bermudas, les survêtements. Ils ont déjà 6 jeux de maillots. Okay. Voilà. Maintenant, en supplément, ils auront les Bermudas, les maillots d'entraînement et les survêtements. D'accord, c'est toujours une bonne information pour tout le monde, je pense. Je pense que s'ils ont l'entièreté des équipements, c'est déjà une très bonne nouvelle. Finalement, Ahmed Bilem n'ira pas à l'USM Alger. La faute à une difficulté au niveau des deux clubs, entre l'USM Alger qui souhaitait l'accueillir et Raimo FC, son club formateur. Madizongo, aujourd'hui, entre hier et aujourd'hui, finalement, il part, il ne partira pas. Finalement, il n'est pas parti. Raimo FC et l'USM Alger se rejettent la faute. Finalement, est-ce que vous y comprenez quelque chose dans cette affaire-là? Vous savez, tous les transferts qui se font en fin de mercato sont souvent des transferts à problème. Parce que ça se fait dans la précipitation. Les gens attendent le dernier moment. C'est normal, hein? Mercato, ça signifie quoi? Ça signifie marché. Et dans un marché, chacun veut tirer le meilleur parti. Donc, les gens attendent à la dernière minute. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien. Et cette nuit est la nuit la plus longue en Europe parce que c'est la dernière nuit du mercato. Jusqu'à 23 h, les gens feront des transferts. Donc, je crois que c'est un peu ce qui est arrivé entre Raimo et l'USM Alger. Je crois que c'est un problème de salaire, paraît-il, garantie de salaire, etc., etc. Sans doute que les gens ont dû aussi tirer des leçons des derniers transferts. Rappelez-vous le transfert de Banou Diawara en Algérie, c'est toujours des problèmes. Les gens sont allés même jusqu'au devant de la FIFA pour des problèmes de non-application d'accords, d'argent dont on ne sait pas c'est passé dans la poche de qui. Jusqu'à présent, le transfert de Banou Diawara est toujours dans... Donc, c'est peut-être ce que Raïm a voulu éviter et il a voulu avoir toutes les garanties pour son joueur. Et comme le club algérien, en tout cas à lire le communiqué de Raïmo, n'a pas donné toutes ces garanties, il n'a pas voulu aller à l'aventure. Mais en lisant aussi la réplique des Algériens, ils ont dit tout est fait. Mais vous savez, c'est comme je l'ai dit, ça s'est fait dans la précipitation parce qu'il fallait courir contre le temps. Et à mon avis, c'est ce qui a amené cette histoire. D'accord, Président. Une dernière question avant qu'on passe au championnat national. Vous voyez actuellement les joueurs du Faso Foot s'arrachent et plusieurs fois, chaque mercato, les joueurs partent. Est-ce que vous, il n'y a pas une certaine inquiétude quant à la fuite des talents très tôt, très précoces? Ahmed Bilem, par exemple, il est âgé d'à peine 21 ans, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'au niveau de la fédération, il y a quelque chose qui est fait pour maintenir ces joueurs-là dans le championnat?
Bon, vous savez que le football aujourd'hui, il est planétaire, il est mondial. Tous les championnats sont connectés et interdépendants. La preuve, c'est qu'au niveau de notre équipe Fagnon, l'équipe A, nous avons au moins une dizaine de joueurs aujourd'hui qui jouent dans de grands clubs. L'analyse que j'en fais, elle est simple. Il faut aussi reconnaître que nous avons quand même des limites dans notre championnat. C'est un championnat qui reste amateur, alors, donc qui ne peut pas raisonnablement retenir, j'ai dit, les meilleurs talents. Donc je pense qu'il faut faire avec. Mais l'avantage qu'on a dans les transferts, ça permet au club, n'est-ce pas, d'avoir les moyens aussi de faire de la formation, d'entretenir les clubs et de penser à la jeune génération. Et pour ceux qui partent, il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils viennent ici, ils reviennent en équipe nationale avec une formation de grands clubs que nous n'avons pas au Burkina. Lorsque vous avez quelqu'un qui joue aujourd'hui au Bayer Leverkusen comme Tapsoba ou bien Franck Lassina à l'Ajax Amsterdam ou bien encore Traoré à Aston Villa, ils ont des équipements, ils ont des terrains d'entraînement, ils ont un coaching qui est de niveau mondial. Donc, qui permet à ces joueurs-là de revenir en équipe nationale pour apporter leur contribution. Lorsque vous voyez l'équipe nationale aujourd'hui telle qu'elle joue, elle est largement au-dessus de notre championnat national, ce qui n'est pas forcément une nouvelle chose. Donc je pense qu'on ne peut pas raisonnablement, au stade actuel du développement de notre football, retenir les meilleurs talents. Ce n'est pas possible. Mais je crois que c'est des choses qui vont se faire. Lorsque notre football va se développer, qu'il va atteindre un certain niveau et qu'on pourra accorder des salaires importants aux joueurs, ils resteront. C'est le cas d'un pays comme l'Égypte. Il y a très peu de joueurs égyptiens aujourd'hui qui partent à l'étranger parce que c'est un championnat qui est très attractif, qui retient ses talents et qui donne des salaires importants à ces joueurs. Nous n'en sommes pas encore là. Donc on ne peut pas, un dirigeant sportif aujourd'hui ne peut pas interdire à un joueur de s'expatrier. Merci, Président. À présent, on va aborder le face au foot. Après plusieurs départs enregistrés pendant l'année 2020, le retour d'Oscar Barrow en début de saison sur le banc de l'ASFB, l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo-Dioulasso, avait lancé le processus de reconstruction des Jaunes Noirs qui, on se souvient, ont été champions il y a de cela quelques saisons. Avec la venue de nombreux jeunes joueurs, l'objectif était de rebâtir une équipe compétitive. Une phase de transition qui a été difficile pour les Buffles de Bobo-Dioulasso qui ont longtemps occupé la zone rouge au classement au cours de cette première partie du championnat. Le staff technique de l'ASFB a profité de la trêve pour se renforcer, mais également pour galvaniser ses troupes et aller à la conquête des points avant la fin de la saison. Tout de suite, nous allons sur leur terrain d'entraînement du côté de Bobo-Dioulasso avec surtout Justin Dabiré et Kader Kondé. C'est le 7 janvier 2021 que les jaunes et noirs de l'ASFB ont débuté leur préparation avant la reprise du championnat national de première division. À l'absence du coach titulaire de l'équipe Oscar Barrow en préparation avec les étalons juniors, c'est son adjoint Issa Ouena qui assure avec rigueur et dextérité le coaching de l'équipe. Non, mon grand frère est là. Pour ceux qui suivent les informations du Faso Foot, il est là, il est bien là. Ce n'est que hier qu'il a commencé le regroupement avec les juniors parce qu'il est en train de préparer la CAN junior pour Mauritanie. Voilà, donc que les gens ne s'inquiètent pas. Voilà, je travaille là, mais c'est sous ses ordres toujours. Il est au courant de tout ce qu'on fait, on communique. Vous savez qu'avec la technologie aujourd'hui, voilà, tout se fait avec le téléphone, on communique très bien. Et que les gens ne s'inquiètent pas, Oscar est bien là. C'est l'homme d'Oscar qui est là comme ça. La première partie du championnat n'a pas été de tout repos pour les Buffles de Bobo. L'équipe a terminé à la 14e place avec seulement 17 points moins 6. Une performance que le coach adjoint de l'ASFB qualifie de négative. C'est un bilan vraiment très mitigé, sinon un bilan négatif. Voilà, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'on s'est réveillé très tardivement. On a eu une entame de saison très compliquée, voilà, avec des matchs en dents de scie. Voilà, et on finit en force parce que les 6-7 derniers matchs n'ont pas été ridicules. On a pu engranger au moins 2 victoires dans les 6 derniers matchs, avec une seule défaite contre l'ISFA d'ailleurs contre le cours du match. Et ce qui fait que bon, je reste très confiant pour la suite du championnat pour cette deuxième phase. Bon, en tant que joueur, vu qu'on a terminé les phases aller 14e, on n'est pas satisfait du résultat. On promet que les phases retour, on va remonter.
on essaye de travailler plus que pour pouvoir remonter, puisque le 14e n'est pas notre place personnellement. Pour mieux entamer la seconde partie du championnat, Issa Ouéné a décidé de mettre l'accent sur l'aspect physique des joueurs après 10 jours de repos. Pour recharger les batteries, on était obligé encore de reprendre et les solliciter pour qu'ils comprennent que c'est avec ça. Parce que quelle qu'en soit ta technicité, quelle qu'en soit ta compréhension tactique du jeu, si tu n'es pas prêt physiquement, il serait compliqué de pouvoir les exprimer. Voilà la raison pour laquelle nous sommes un peu dans cette partie foncière. Et pour revenir sur la tactique, ça serait une révision. Mais pour la technique, ils l'ont déjà. C'est le physique que nous essayons d'améliorer afin que nous puissions être prêts. Et mentalement également, on les prépare à ce que nous attend. Parce que finir la phase aller à la porte de la zone rouge, 14e, ce n'est pas réduisant pour un club comme la SFB. Et c'est qu'on les prépare à dire que non, c'est eux qui doivent tirer l'équipe afin qu'on sorte de ce bruit. La trêve, une belle occasion pour la SFB qui a renforcé son bastion offensif avec plusieurs joueurs expérimentés du face-au-foot. Samuel Amoto, Ibrahim Koné et Fatao Bandé ont été appelés en renfort. Ce n'est pas la première fois que je joue ce genre de compétition. Donc si je suis là, j'ai un objectif aussi que je suis là parce que l'équipe actuellement ils sont 13e je crois. Voilà, si je suis là, c'est pour relever le classement de l'équipe. Voilà, avec mon expérience aussi, je vais apporter ce que je peux faire aussi pour l'équipe. Conscient de ses faiblesses actuelles, la SFB met tout en œuvre pour les corriger et s'améliorer en vue de jouer les premiers rôles dans le face-au-foot, même si l'objectif premier de l'équipe reste le maintien. Quant à l'Union sportive des forces armées, tout semble rouler sur des rails pour les militaires. À mi-parcours, ils sont deuxième au classement et ils talonnent l'AS Sonabel, le leader actuel du face-au-foot. Pour la seconde partie du championnat, du renfort est également arrivé et toute l'équipe espère parvenir à réaliser l'exploit au cours de cette seconde partie du championnat. On va tout de suite poursuivre le bilan de l'USFA. À mi-parcours, c'est avec Sandrine Zougouri. 8 victoires, 7 matchs nuls, 2 défaites, 17 buts marqués, 9 encaissés. L'Union sportive des forces armées USFA a bien terminé la phase allée du face-au-foot. Deuxième avec 31 points, le même nombre de points que le leader, mais avec un goal average moins bon. À quelques semaines de la reprise du championnat, les hommes de Issa Balboné sont de retour à l'entraînement. Ils intensifient le travail. Des séances d'entraînement pour être plus percutants et très offensifs sur le terrain. Et pourquoi pas prendre la tête dès la 18e journée. Depuis le 11 juillet, nous sommes revenus pour une préparation de la phase retour et ça se passe très bien. Présentement, c'est tout ce qu'il y a comme technique, tactique et physique que nous combinons pour être fin prêt. Il faut dire que la phase allait, il y a matière à satisfaction, tant plus que pour le moment, nous sommes deuxième à égalité de points avec l'AS Sonabel, à une différence de but. Je pense qu'il y a matière à satisfaction. De façon globale, on a pu, sur les 17 matchs, on a eu 8 victoires, 7 matchs nuls et bon, malheureusement 2 défaites. Des révisions techniques, certes, mais cela ne suffit pas. Il faudrait également des hommes plus réalistes et adroits, surtout devant les buts, car lors de la phase allée, les militaires ont laissé filer des points par manque d'efficacité et de précision. Pour la deuxième phase, l'équipe renforce donc sa ligne offensive avec l'arrivée de l'ancien sociétaire de Salitas, Ismaël Karambiri, un attaquant sur lequel l'équipe compte beaucoup. Et pour le staff, c'est le bon pion. Oui, nous avons un recrue, comme vous le savez, c'est Ismaël Karambiri qui n'est plus à présenter et qui va renforcer notre secteur offensif. Tant plus que vous le savez, il y a Boutué qui doit aller pour le professionnalisme. Donc je pense qu'il fallait en tout cas trouver un attaquant de taille pour combler son départ. Et pourquoi le choix sur Ismaël Karambiri?
Vous savez, Ismaël Karambiri, c'est un attaquant moderne. Bon, je ne sais peut-être pas pourquoi jusqu'à présent il n'est pas encore sorti, mais quand vous le regardez jouer, il a tout ce qu'il faut comme avant-centre. Très expérimenté et professionnel, Ismaël Karambiri promet de donner le meilleur de lui-même. On m'a recruté pour ça, donc je ferai de mon mieux aussi pour scorer dès que j'ai l'occasion. Comme on le dit, il ne faut pas dévancer Ligue 1 dans l'eau. Si je gagne le temps de jeu, je ferai de mon mieux. Exact, c'est une équipe joueuse. Voilà, et je vois que ça a à peu près la même physiologie de jeu que là où je m'en sors. Voilà, et je m'adapte bien à ce genre de jeu, quoi. Raison pour laquelle j'ai atterri ici. Bien accueilli par ses coéquipiers, son intégration semble bien amorcée. C'est ce qu'a laissé entendre le capitaine de l'équipe qui promet une deuxième partie de saison avec beaucoup plus de détermination. Ouais, tout se passe bien, l'ambiance y est bon, le moral est haut également. Donc on travaille sans relâche. Voilà, donc je pense que c'est en cela qu'on pourra atteindre nos objectifs. Voilà, je pense que c'est un renfort de taille. Voilà, donc on va grouiller, tout faire pour le mettre dans de bonnes conditions et puis je pense que ça ira. Sur le terrain, tous sont mobilisés. Au niveau finance, les comptes du club sont équilibrés. Tous les voyants semblent être au vert pour l'USFA, qui n'a qu'un seul objectif en tête, la première place. Avant de plus amples discussions sur le face-au-foot, tout de suite, nous allons vous proposer de suivre un élément sur les produits dérivés du sport. Il faut dire qu'ailleurs, dans les championnats développés, ce sont des produits qui rapportent gros au club et qui leur permettent de pouvoir s'acheter parfois de très bons joueurs et d'étouffer leurs effectifs. Mais ici, au Burkina Faso, c'est un business qui a encore du mal à se mettre en place. Tout de suite, élément de réponse. Les produits dérivés du sport sont tous ces objets qui permettent aux supporters de s'identifier à leur club ou à leur équipe nationale. Ce sont entre autres les drapeaux, les casquettes, les maillots, les porte-clés. Dans les grands pays de sport et singulièrement de football, il est inconcevable qu'un supporter se rende au stade sans se mettre aux couleurs de son club. Si bien que la commercialisation de ces produits est devenue un poste très important dans le budget des clubs. De grandes surfaces sont aménagées pour la mise à disposition de ces produits au public. La vente de ces objets a souvent connu des pics historiques. Quand le Real Madrid a acheté la star portugaise Cristiano Ronaldo à plus de 90 millions d'euros au club anglais de Manchester United, il n'a pas mis du temps pour rentrer dans ses fonds tant le maillot floqué au nom de Ronaldo se vendait comme des petits pains. Au Burkina, l'usage des produits dérivés est incontournable. Il y a des supporters qui se sont rendus célèbres parce que leur nom est systématiquement lié à l'usage d'un objet. Ali Sankara Di Manamana, grand supporter de l'EFO devant l'Éternel, disparu il y a quelques années, était intimement lié à son clocher. Les calebasses sont des objets inséparables pour Amadou Souré, la mascotte des étalons. Son compère Nakoulma Pierre Di Lasso, du groupe d'animation de l'UNCE, ne ferait pas ce qu'il faut sans son gros tambour. Malheureusement, les clubs burkinabés ne font pas d'efforts pour activer ce secteur qui rapporte beaucoup d'argent. Malgré l'âge avancé de certains comme l'EFO, l'ASFA, le RCB et l'ASFB, qui ont tous plus de 60 ans, aucun ne possède une boutique de commercialisation de ces produits. Se privant ainsi de sources de financement qui, si minimes soient-elles, auraient pu contribuer à résoudre les nombreux problèmes de financement qui menacent même leur existence. L'alibi tout trouvé serait que les supporters ne sont pas prêts à débourser une certaine somme pour soutenir leur équipe. Et ce sont pourtant les mêmes supporters qui s'habillent aux couleurs des grandes formations d'Europe quand elles jouent. Il n'est pas rare de voir lors des événements sociaux comme les mariages et les baptêmes, un groupe d'amis s'habiller avec les maillots du Real Madrid, du FC Barcelone ou de Chelsea. La preuve d'un grand attachement à ces clubs si lointains qui ne verront toute leur vie jouer qu'à la télé. Et les clubs qui sont dans leur quotidien sont royalement ignorés jusqu'aux couleurs de leur maillot. Ce qui est d'ailleurs normal puisqu'il n'est pas rare de voir des dirigeants ou des entraîneurs burkinabés porter les maillots d'équipe d'outre-mer pour venir au stade pendant le match de leur équipe. Il n'a pas totalement tort celui qui a dit que les difficultés financières de nos clubs sont aussi dues au manque d'imagination de certains dirigeants qui préfèrent la voie facile du mécénat. Ainsi, certains opérateurs économiques et surtout les hommes politiques qui ont besoin d'être toujours au-devant des choses deviennent leurs bras financiers jusqu'au jour où l'intérêt de financer le club par eux disparaît et bonjour la galère.
Retour sur ce plateau pour la phase entretien avec nos différents invités. Madi Zongo, tout de suite, on a suivi le reportage tout de suite. Des supporters qui ne sont pas prêts à débourser de l'argent pour s'acheter les équipements de leur club. À qui la faute? Aux supporters qui sont peut-être trop pingles, peut-être, ou faute de stratégie des clubs burkinabés? Non, non, je pense que la réponse est dans la question, c'est faute de stratégie parce que dire que les supporters ne sont pas prêts à débourser, je ne pense pas. Monsieur Lazare Bansé, avant d'être à la charge du président de la fédération, a été pendant 10 ans PCA de l'EFO, donc il en sait quelque chose en matière de contribution des supporters. Non, il faut, à mon avis, que les dirigeants de nos clubs aient un esprit d'entrepreneuriat. Je m'excuse de parler ainsi parce que parmi eux, il y en a qui ont réussi grandement dans leur vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. Mais entrepreneur du sport, c'est autre chose. Vous voyez, pour Cristiano Ronaldo, les chiffres, c'est clair. On l'a acheté à 94 millions d'euros. Et en une semaine, le Real a vendu 100 millions d'euros de maillot. Donc, ils n'ont même pas... Rien que son maillot, ils l'ont vendu ainsi. Donc, ils sont rentrés dans leur fonds. Aujourd'hui, l'EFO, l'ASFA, ils ont une masse critique de supporters qu'il faut exploiter, les amener. C'est vrai, il ne faut pas avoir peur des mots aussi. Quand vous faites des maillots, vous faites des cloches, des choses, ce n'est pas évident que les gens achètent. Mais je reviens encore pour finir avec ta question. C'est la stratégie qu'il faut trouver pour amener les gens à s'équiper avec les couleurs de leur maillot. Je rebondis sur la question, Madi Zongo. Oui. Est-ce qu'on a véritablement des supporters? Parce qu'à part quelques irréguliarités, par exemple, qu'on rencontre de temps en temps au terrain, quand on prend un club comme l'EFO, on peut peut-être citer certains noms qui sont des gens, des inconditionnels, qui sont toujours là au stade. Mais à part eux, est-ce qu'on peut dire qu'il y a encore de nombreux supporters de l'EFO ou de l'ASFA ou des autres clubs? Est-ce qu'on a encore des supporters? C'est encore la stratégie. C'est encore la stratégie. En Europe et dans les autres continents, il y a des groupes. Les gens sont organisés en groupes de supporters. Vous avez les ultras, vous avez les quoi, qui se donnent des noms et qui sont véritablement des sociétés très organisées où les gens sont disciplinés. On ne rentre pas dans un groupe de supporters n'importe comment. Et en ce moment, les gens sont bien contrôlés. Je me rappelle même une fois à Marseille, c'était les supporters qui géraient les guichets. Les groupes de supporters qui géraient, c'est eux qui payent. Donc ici, il faut qu'on en arrive là. Juste une anecdote pour te convaincre qu'on a de grands supporters. Il y a un supporter, il n'avait pas l'argent, il avait donné 1000 francs de popote à sa femme. Un joueur est rentré, c'est tout ce qu'il avait. Il a dit à la femme, donne-moi les 1000 francs, il a récupéré. Il a remis au joueur, la femme dit, on mange quoi? Il dit, c'est tant pis pour toi si tu n'es pas allé vite au marché. Voilà. D'accord. Président, on observe également des clubs, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi parler de la responsabilité, par exemple, peut-être de la fédération ou du ministère qui peut-être allait un peu trop ces clubs-là avec des subventions? Est-ce que ce n'est pas ce qui aussi peut-être tue l'innovation pour ces clubs-là qui ne font plus d'efforts parce que déjà, il y a certaines parts qui sont déjà prises en charge par les fédérations? Oui, vous avez parlé tout à l'heure du Real Madrid, de Manchester United. Là-bas, le football, c'est une industrie. Et quand vous prenez un pays comme le Burkina et la plupart des pays qui nous entourent, ce n'est pas la même chose. Il y a forcément une corrélation entre le niveau de développement économique et le niveau de développement de notre football. Ça, il faut le savoir. Lorsque vous prenez les supporters dont on parle tout à l'heure, honnêtement, il y en a aussi qui n'ont que leur salaire pour vivre. Et qui certainement à la fin du mois ont des fins de mois difficiles. Vous n'allez pas leur demander d'aller faire des sacrifices pour les clubs. Je crois que c'est ça la triste réalité aujourd'hui de nos clubs. Lorsque vous prenez l'Afrique du Sud ou le Nigeria, les deux grosses économies de notre continent, vous remarquez tout de suite, si vous ajoutez le Maroc, vous ajoutez peut-être la Tunisie, vous remarquez que le niveau du développement de leur football a forcément une relation avec leur niveau de développement économique. Oui. Donc, il y a ça qui va avec. Donc, l'Égypte, c'est pareil. Alors, je pense que lorsque nous aurons un niveau de développement qui sera satisfaisant, à ce moment-là, il n'y a pas que le football. Tous les secteurs aussi d'activité vont suivre. Je crois que c'est l'analyse que je fais. Maintenant, s'agissant des subventions, je pense que c'est une très bonne chose. Vous avez des clubs qui ont des difficultés
comme l'a dit Madi tout à l'heure, c'est des mécènes qui supportent nos clubs aujourd'hui. Ce modèle économique-là, il est révolu, il est difficile à assumer. Nous avons eu des grands présidents qui, de leur cagnotte personnelle, payaient les joueurs, mais ça, aujourd'hui, on ne les a plus, ça ne peut pas continuer. Donc, je pense que le ministère a eu, avec la fédération, la bonne idée d'accorder des subventions aux clubs. C'est une étape de développement de notre football. Je pense qu'il faut l'assumer avec responsabilité. C'est ce que fait le ministère des Sports et l'État, le gouvernement du Burkina. Et je pense qu'il faut saluer à sa juste valeur ces subventions qui sont données aux clubs. C'est grâce à ces subventions que nous avons ces niveaux aujourd'hui. Okay. Lorsque vous regardez le niveau de notre football ces 3, 4, 5 dernières années, vous allez remarquer qu'on a passé un palier. Et ça s'est ressenti sur le CHAN. C'est vrai qu'on n'a pas été qualifié pour le deuxième tour. Mais lorsque vous regardez, je ne sais pas si vous avez regardé, lorsque vous regardez l'équipe du Burkina au CHAN, tous les journalistes au Cameroun, j'y étais, sont d'accord avec nous. Je peux le dire que c'était l'une des meilleures équipes. Mais pour le président de la fédération que je suis, et c'est pour ça que je parle de regret, pour moi, au vu du jeu que j'ai vu, c'était la meilleure équipe. Donc, ce sont ces subventions-là. Et je pense qu'il faut encore les renforcer pour maintenir notre football, si vous voulez, à ces niveaux-là. Et le jour où on aura des opérateurs économiques, des entreprises, parce que le tissu économique dans notre pays, le tissu industriel, il reste quand même assez ténu. Donc, nous n'avons pas encore ces entreprises-là, ça va venir, capables, si vous voulez, d'assurer un niveau de sponsoring pour permettre à nos clubs de vivre. On a eu des essais, mais ce n'est pas encore arrivé, comme on dit. Mais je pense qu'il faut qu'on travaille, n'est-ce pas, à hausser, n'est-ce pas, l'organisation de notre football. Et c'est là, je suis d'accord avec vous, la responsabilité de la Fédé est engagée. Il faut aussi que nous fassions une petite révolution tranquille pour voir comment on va aider les clubs à mieux s'organiser, à mieux structurer, avoir un jeu qui va intéresser les annonceurs et les sponsors, et l'équipe nationale aussi, qui est l'équipe Fagnon, a un rôle à jouer, c'est-à-dire tirer notre football vers le haut. Je pense que ce sont des réflexions que nous avons au niveau de la fédération, et nous allons voir dans quelle mesure faire toutes ces réformes, toutes ces innovations que nous avons promis pour entraîner notre football à un palier supérieur. D'accord. Cette réorganisation des clubs nous permet également d'aborder une autre question concernant l'organisation des équipes nationales et la question Kamou Malo. Dans une note en date du 29 janvier 2021, vous avez annoncé la nomination de Kamou Malo comme superviseur général des équipes nationales, cumulativement avec ses fonctions de sélectionneur national des étalons seniors. C'est un rappel, un poste qui a déjà existé. Voilà. Et pourquoi on décide de le réactiver aujourd'hui? Il y a deux raisons. La première raison à court terme, la deuxième raison à long terme. La première raison à court terme, c'est à cause du Covid. Lorsque vous regardez aujourd'hui l'environnement sanitaire mondial, ce que je crains, et ce n'est pas, ça peut arriver, ça peut arriver, c'est que un jour, nous soyons dans une situation où nos professionnels ne puissent pas être disponibles. Prenez le cas de ce qui se passe aujourd'hui en France, en Europe. Les frontières sont fermées. Bon, les clubs aujourd'hui réussissent à lâcher les joueurs pour venir jouer. Si vous avez des fermetures de frontières partout en Europe, alors qu'en Afrique, les CHAN se jouent, la CAN se joue, les éliminatoires se jouent, vous faites comment? C'est l'équipe A prime. C'est l'équipe A prime qui va être réactivée, ça peut arriver, pour jouer. Je vous donne un exemple simple. Lors de la double confrontation avec le Malawi, le gardien de but, Hervé Kofi, n'a pas été disponible. On l'a remplacé par qui? Par Baba Youré, Savadogo, qui est le gardien du CHAN. Oui. Bon, ça aurait pu arriver pour Franck Lassina, ça aurait pu arriver pour Kaboré, etc. Donc il faut qu'on s'apprête à ce que notre équipe A prime puisse à tout moment prendre le relais si jamais nous avons des difficultés pour mobiliser nos internationaux. Ça, c'est la première raison. Et il faut que Kamou Malo, déjà, commence à se préparer à cette éventualité et voir dans quelle mesure, en supervisant toutes les équipes, notamment l'équipe A', qu'il puisse avoir de la matière pour son équipe A. Ça, c'est la première raison à court terme. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ça peut arriver. Je vous donne un exemple. J'étais au CHAN.
L'équipe, je pense, congolaise, je me rappelle, je crois pour le premier tour, avait 12 joueurs atteints du Covid-19. 12, c'est beaucoup. C'est pratiquement, c'est presque la moitié. De l'équipe. Alors, si vous avez une situation comme ça au Burkina, des joueurs Covidés, des joueurs qui ne peuvent pas arriver, qui ne peuvent pas venir, on est dans une situation sanitaire difficile. Donc, moi, je prévois que l'équipe A', l'équipe junior, si possible, puisse prendre le relais dans une sélection qui sera faite par Kamoualo. Donc ça, c'est la première raison à court terme. D'accord, on va aller maintenant, la deuxième raison, c'est quoi? C'est que nous constatons aujourd'hui qu'au niveau des équipes nationales, chacun joue solo. Chacun fait sa petite cuisine. Il n'y a pas une unicité de commandement, il n'y a pas une collaboration entre les différents staffs techniques, les différents techniciens. Alors que l'équipe A doit être alimentée par l'équipe A', et si possible par les juniors, si possible par les cadets. Donc il faut une unicité de commandement, une supervision donc, qui permet d'avoir une vue globale de notre football techniquement. C'est vrai que vous avez le DTN, mais le DTN, c'est la formation, c'est le championnat, il a une casquette importante. Mais ce que nous voulons, c'est, si vous voulez, c'est une vision pratique. C'est-à-dire, tout de suite, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une synchronisation de toutes les équipes nationales. Il ne vient pas pour prendre la place de qui que ce soit au niveau des autres sélections. Au contraire, il vient pour apporter son savoir-faire, son expertise et apprendre aux uns aux autres à travailler ensemble. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Vous savez, nous avons remporté la CAN 2011, CAN des cadets. Mais les joueurs sont où aujourd'hui? À part Bertrand Traoré, qui joue aujourd'hui à Aston Villa, qui a eu une belle carrière, les Burkinabés ne se souviennent plus aujourd'hui des joueurs de cette équipe parce qu'il a manqué, si vous voulez, un suivi. Il a manqué un encadrement. Il a manqué une coordination de l'ensemble de ces équipes-là. Parce que ces joueurs-là qui ont gagné la CAN devraient être appelés à être les futurs juniors, à être les seniors de demain. Donc, Kamoualo, si vous voulez, va apporter une certaine harmonie au niveau de toutes les équipes nationales. Président, ce qu'on craint aussi avec si on peut l'appeler ce nouveau poste qu'on vient de créer, c'est qu'on craint qu'on en arrive à créer une sorte de léviathan tout-puissant qui pourrait peut-être avaler un peu tous les autres coachs. Et même, on se demande si les autres auront toujours les coups de franche pour pouvoir travailler aussi. Non, Kamoualo est quelqu'un d'expérimenté et quelqu'un d'humble. Je crois que vous le connaissez. Il travaillera en bonne intelligence, il le sait. Vous savez, il a été au CHAN. Et j'ai pu vous dire que l'inversion qui s'est passée au deuxième et au troisième match, c'est parce que les gens se sont parlé. Vous avez vu que le premier match contre le Mali, on n'a pas joué, on a balancé les balles. Ça, ce n'est pas dans l'ADN, si vous voulez, de notre football. Nous avons des joueurs de petite taille, donc qui posent le ballon, qui font circuler les balles, et c'est ça qui nous permet de gagner. Et c'est ça qui nous a permis d'aller en finale, vous vous rappelez, en 2013, et d'aller en demi-finale et avoir la 3e place en 2017. Mais le match contre le Mali, vous avez vu qu'on n'a pas joué. Donc c'est parce que, si vous voulez, nous avons constaté que nos entraîneurs nationaux ne se concertent pas, ne se parlent pas, n'échangent pas leurs expériences. Donc Kamoualo, loin de remplacer qui que ce soit, si vous voulez, c'est un levier, comme vous l'avez dit, donc un catalyseur donc qui va permettre, si vous voulez, de mutualiser et de mettre en branle tout le savoir-faire burkinabé. Donc c'est ce que nous espérons. Parce qu'au niveau de la fédération, nous estimons aujourd'hui qu'après avoir participé à une CAN, à une finale de CAN en 2013, avoir été demi-finaliste, avoir la 3e place en 2017, je pense qu'il faut rehausser nos ambitions. On ne peut pas continuer à aller jouer pour participer. Notre peuple a besoin de victoire. Les Burkinabés veulent une CAN. Ils veulent que leur équipe remporte une compétition majeure. Donc, toutes ces réformes-là, ce n'est que le début. Nous allons faire des réformes au niveau des équipes nationales pour rehausser, si vous voulez, le niveau de nos équipes nationales. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il ne faut pas garder le statu quo pour garder le statu quo, parce que ça se fait comme ça. Il faut faire des réformes, il faut réfléchir, il faut innover. Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Ok.
Merci à vous, Président, sur la question. Madi Zongo, le président de la Fédération burkinabé de football, disait tout de suite que notre peuple a besoin de victoire, a besoin d'une compétition majeure. Vous, avec ce nouveau rôle qu'on donne à Kamou Malo, vous pensez que l'exploit est possible avec ce rôle aujourd'hui qu'il doit cumuler avec son poste de sélectionneur des Italons? Non, mais je crois que le président me rassure parce que je me posais les questions, qu'est-ce qu'il faut mettre, quel contenu était dans ce rôle de superviseur, mais avec les explications du président, avec de la bonne foi, avec de l'envie, et tout le monde regarde dans la même direction, parce que c'est ça aussi, c'est humain. Si les autres entraîneurs ne se sentent pas mis au rabais par ce nouveau rôle de Kamou Malo, ça devrait pouvoir aller, parce que ça, il faut le dire, une des faiblesses aussi de nos encadrements techniques, c'est le manque de concertation, comme le président l'a dit. On passe tout le temps à parler de profil du joueur, le profil du Burkinabé, mais ce sont les entraîneurs qui peuvent donner ce profil, mais ce n'est pas une seule personne, mais c'est en synergie, c'est ensemble qu'on peut définir selon le profil physique du Burkinabé, selon sa capacité technique, quel type de football il faut jouer. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut arriver à définir le footballeur burkinabé, à lui donner en tout cas une identité propre, et pour que le jour qu'on verra un joueur burkinabé sur le terrain, qu'on n'ait pas à poser la question. Si ce n'est pas parce que nos frères ghanéens ont quitté un peu le chemin, si tu voyais un Ghanéen jouer, soit tu dis il a été formé en Europe, soit tu vas dire c'est un Ghanéen parce que c'est flagrant, il ne fait pas comme les autres. Voilà. D'accord, merci. On va aller tout de suite avec l'actualité sportive de notre coach Kamou Malo. Tout de suite, nous allons regarder l'interview qu'il a accordée à l'un de nos confrères du côté du Cameroun sur ce que représente ce nouveau poste de superviseur général des équipes nationales. Alors, merci pour l'opportunité que vous me donnez de vraiment éclairer un peu la lanterne des citoyens burkinabés par rapport d'abord au nouveau poste, au nouveau rôle qui m'a été assigné. Il s'agit d'être superviseur général des équipes nationales. Alors moi, je comprends par ça être peut-être un appui conseil auprès des autres sélectionneurs, parce qu'au contact de ces sélectionneurs-là, j'apprends beaucoup. La preuve ce soir, la séance qui m'a été présentée et qui a été déroulée est une séance vraiment réussie, parce que d'abord c'est une séance, j'allais dire, moderne, parce que tous les ingrédients sont réunis, à la fois l'intensité et puis l'objectif technique, tout est dedans. Alors je pense que c'est une très bonne chose. Alors j'ai vu également qu'au sein de ce staff-là, il y a vraiment une certaine cohésion. On sent les garçons qui sont ensemble. Alors c'est un bon exemple pour les jeunes. Et je l'ai constaté depuis notre arrivée au Maroc ici. Et en tout cas, tout se déroule bien. Et tout de suite, nous repartons avec l'actualité de l'un de nos champions, un ex-international burkinabé, Aristide Bansé, retraité depuis peu. Il faut dire que l'étalon aujourd'hui se prépare à sa reconversion, et dans ce sens, il est allé voir un homme d'affaires à succès pour essayer d'apprendre de cet homme-là, en la personne de Lassine Diawara. Tout de suite, nous allons écouter l'intervention de ces deux hommes sur la quintessence de leurs échanges. Que tout d'abord, c'est un exemple. Voilà, c'est un exemple, quand on parle dans le monde des affaires, il est connu, c'est un exemple aussi pour la jeunesse burkinabé. Voilà, donc moi, en tant qu'ancien footballeur, voilà, c'est-à-dire j'ai décidé d'arrêter. Voilà, c'est depuis longtemps que je devrais passer ici, mais bon, comme il était un peu pris avec ses voyages, aujourd'hui quand même j'ai eu le temps de venir quand même l'honorer. Voilà, lui dire en tout cas merci. Je pense qu'on ne finit jamais par apprendre, hein. On ne finit jamais aussi de prendre le conseil. Voilà, ce sont nos grands frères. Voilà, ce sont nos grands frères. On suit les pas. Voilà, même j'ai envie de rester toujours dans le football pour faire quelque chose dans le football. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, enseigner aussi aux jeunes. Voilà, donc on a toujours besoin de ces bénédictions. Voilà, donc c'est pour ça que je suis passé. Il a décidé également de venir m'offrir son maillot, le numéro 15, qui a tant fait de bonheur des spectateurs burkinabés et internationaux. Pour moi, Aristide est un exemple d'engagement pour son pays dans le domaine du football. Moi, en tant qu'entrepreneur, homme d'affaires, je lui dis que le football, quelque part, à ce stade, quand on a fini sur les terrains,
le côté business peut commencer, mais dans le sens noble du terme. Alors, donc, je le vois venir comme quelqu'un qui va aider, appuyer le sport et partager son expérience avec les jeunes du Burkina. Et là-dessus, nous ne ménagerons aucun effort pour lui donner les conseils appropriés pour que cette suite de carrière soit un grand succès. Retour à nouveau sur ce plateau et nous allons à présent parler des changements qui sont intervenus au sein du comité exécutif. Président, vous êtes avec nous, nous saisissons l'opportunité de pouvoir échanger sur le maximum de questions et avoir de plus amples informations pour nos téléspectateurs. Les changements qui sont intervenus, c'est entre autres Moustapha Dektounda qui passe des infrastructures aux finances, Alassane Ouedraogo jusque-là chargé des transferts de joueurs qui devient responsable de projet, Amadou Bamba de la Ligue régionale des Hauts-Bassins qui aujourd'hui maintenant chargé du transfert des joueurs. Qu'est-ce qui peut expliquer, entre autres, ces mutations-là? Bon, c'est juste des réajustements que nous avons voulu opérer, donc pour rendre le comité beaucoup plus dynamique. Nous avons aussi voulu faire appel à la jeunesse, parce que c'est important. C'est la relève de demain, faire entrer des jeunes dynamiques, je dirais même ambitieux, au sein du comité exécutif. Je crois que c'est des réformes, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous devons nécessairement opérer. Parce que le constat que je fais, c'est que nous avons atteint un certain niveau au niveau de notre football, mais l'administration de notre football n'est pas encore à la hauteur de ces niveaux-là. Voilà. Donc il faut que nous travaillions à avoir au niveau de la fédération une administration, si vous voulez, efficace, qui se prend en charge, et comme je le dis souvent, et qui apprend à se passer de son président. Oui, parce que je ne vois pas une administration où le président est omnipotent, où il doit tout faire. Je crois que c'est l'idée que les gens ont. Mais je veux changer, si vous voulez, ce paradigme-là pour que nous ayons une fédération qui puisse marcher sans son président. Si je réussis ce pari-là, je pense que j'aurai réussi à la fédération. Parce que ce n'est pas le président qui fait la fédération, c'est la somme des intelligences que le président réunit, c'est ça qui fait la fédération. Le président, c'est pour animer, c'est pour impulser, si vous voulez, c'est pour montrer la voie. Mais ce n'est pas lui qui doit tout faire. Donc, c'est l'ambition que j'ai. Et ça, c'est le début des réformes que nous avons commencées. Vous allez voir, nous allons certainement mettre en branle, vous allez voir, nous allons mettre une administration qui va vraiment être digne de notre football. Et nous ambitionnons aussi d'avoir un siège qui soit à la hauteur de notre football, parce que nous le méritons. Et tout ça, c'est des projets que nous avons. Il faut que les gens qui travaillent à la fédération soient bien logés. Il faut que, lorsque vous voyez, par exemple, la Fédé, le siège, ça doit refléter notre ambition pour notre football. Voilà, et c'est ce que nous voulons pour le football du Burkina Faso. D'accord. Merci à vous, Président. Merci d'être placé sur notre plateau ce soir. Mais ici également à Madi Zongo pour sa présence. Et madame, monsieur, c'est tout pour votre émission Sport Time de ce 1er février 2021. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de passer l'information autour de vous. C'est tous les lundis et vendredis à partir de 21h sur BF1, la chaîne au cœur de nos défis, au canal 251. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.